Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Question Éco. Il pleut enfin et c'est une très bonne nouvelle pour nos agriculteurs. Mais qu'en est-il de l'état de nos ressources en eau souterraine et en surface? Réponse en compagnie du directeur de la formation en agronomie à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, Mohamed Taher Srairi. Mais avant, nous ferons le point sur la filière agricole en compagnie du président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, la Comader, Mohamed El Amouri. Bienvenue à tous. Nos météorologues prévoient de fortes pluies dès ce jeudi et les précipitations devront durer une semaine, pourvu qu'elles répondent aux attentes des agriculteurs et soient bénéfiques à la campagne agricole qui vient de commencer. Alep Nani, les détails. Les travaux d'assolement se poursuivent et de fortes pluies sont attendues avant même la fin de cette semaine. Conformément au programme d'assolement d'automne en culture maraîchère de la campagne agricole actuelle, les réalisations au 20 novembre ont atteint 62 700 hectares, soit 60% du programme arrêté par le département de l'agriculture. Le taux de réalisation des principales cultures est de 88% pour la tomate, 62% pour la pomme de terre et 42% pour l'oignon. Concernant les grandes cultures d'automne, les réalisations à ce jour ont atteint 1 200 000 hectares, soit 21% du programme global arrêté pour toutes les cultures, avec un taux de réalisation qui a atteint 74% pour les cultures sucrières. Toutefois, avec l'arrivée imminente des intempéries, le rythme des emblavements des grandes cultures d'automne, notamment des céréales, sera accéléré et pourrait atteindre 1 million d'hectares par semaine, rattrapant ainsi le retard enregistré depuis le début de campagne. Sur un autre registre, les agriculteurs ont exprimé leur mécontentement par rapport à la loi de finances 2021. Considérés non impactés par la crise sanitaire, ils se disent exclus des mesures d'accompagnement décidées par le comité de veille économique, notamment l'indemnité CNSS de 2000 dirhams, ainsi que les crédits avec garantie de l'État, Oxygène, Relance TPE et Daman Relance. Et avec nous par téléphone depuis l'Arrache, Mohamed El Amouri, président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, la Comader. Bonsoir Mohamed El Amouri. Bonsoir Madame Ihsan, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous. Quel est aujourd'hui l'état des lieux du secteur? Est-ce que la campagne agricole commence sous de bons auspices? Écoutez Madame, c'est vrai que avec l'arrivée des pluies, l'espoir de démarrer une campagne normale, c'est le nôtre. Évidemment, pour parler un peu d'état des lieux, le Maroc donc, dispose, alhamdoulilah, d'une géographie qui lui permet une SAU de l'ordre de 11 millions d'hectares, dont pratiquement 2 millions d'hectares irrigués, 1,6 pour parler de chiffres plus précis. Et cette superficie, évidemment, c'est elle qui assure la sécurité alimentaire du pays avec ses hommes, évidemment. Et on arrive au troisième facteur qui est l'eau. Donc, on parlait de l'homme, de la terre, qui est un fonds de commerce permanent. Et il faut l'entretenir et le maintenir. Et l'eau, évidemment, c'est lui qui est aléatoire et qui pose des difficultés. Selon vous, donc vous représentez toutes ces filières de l'agriculture. Est-ce que vous sentez que les agriculteurs sont plutôt en confiance par rapport à la campagne agricole qui vient de commencer? Eh bien oui, ils l'ont déjà été l'année dernière avec la difficulté de la sécheresse. Les agriculteurs ont été au front, ils étaient tout le temps sur leurs champs, sur leurs fermes. Ils ont fait une campagne excellente, aussi bien à l'exception évidemment de la culture céréalière, qu'à cause de manque de pluie, de la sécheresse très importante, a été déficitaire. Le reste des cultures et des produits agricoles, essentiellement végétaux et animaux, ont fait l'objet donc d'une production régulière en approvisionnant d'une manière permanente le marché national et d'exportation, et le marché à l'export. Donc nous avons réalisé des performances sur plusieurs produits, aussi bien maraîchers que fruits, essentiellement les agrumes, la tomate et les fruits rouges, qui ont été un petit peu la vedette de nos exportations. Le Maroc fait une valeur ajoutée habituelle durant la période de projet Maroc vert de 130 milliards de dirhams, dont 30 milliards en devises,
qui, qui évidemment participent dans l'amélioration de notre balance de paiement. Donc, je vous parlais de l'eau. Effectivement, en 1919-80, nous avons suivi une sécheresse conséquence d'un manque de pluie très sévère, qui est venu d'ailleurs de l'année d'avant, 18-19, et qui a ramené nos réserves en eau à des quantités pratiquement très réduites. Nos capacités sont de 35 milliards de mètres cubes. Tout à l'heure, on aura la confirmation. Et actuellement, on est pratiquement à quelque chose comme 17%, voire 12% dans les barrages du Sud, etc. Donc, alors, est-ce que, par rapport à la filière et aux impacts de cette pandémie, les impacts collatéraux, bien sûr, de cette pandémie, est-ce que vous vous sentez impacté de manière négative par les effets indirects de la Covid-19? Et si oui, est-ce que vous pensez que cela aurait un impact sur la campagne? Est-ce que vous pensez que la campagne agricole pourrait être impactée par ces effets-là? Si je vous dirais non, ce n'est pas vrai et que ça a eu un effet plutôt négatif. Mais nous avons su résister, nous avons donc appliqué toutes les mesures de distanciement, de protection contre cette pandémie, et nous avons été tout le temps sur les champs en train de produire et de réaliser nos programmes. Très bien. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous vous êtes... Oui, allez-y. À des coûts évidemment supérieurs aux coûts normaux. Très bien. Donc, voilà. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez exprimé un mécontentement par rapport aux différents articles de ce projet de loi de finances 2021, en exprimant également une certaine colère par rapport à l'oubli de cette catégorie socio-professionnelle que sont les agriculteurs? Essentiellement, nous avons demandé un petit peu à étudier l'aspect de la TVA que l'agriculteur ne récupère jamais, aussi bien dans les investissements que dans les produits qu'il soumis à l'exportation, par exemple. Nous avons demandé à ce que nous soit révisé la cotisation minimale. Nous avons donc demandé à exonérer nos entreprises, les petites et moyennes entreprises récemment créées, à les exonérer de l'IS, à l'instar de ce que se fait avec les PME industrielles et de services. Et nous avons donc, sur le point de... Nous avons demandé aussi à ce qu'on ne taxe pas à 30% la masse salariale de notre main-d'œuvre occasionnelle qui dure 2 ou 3 mois, et un tas d'autres points. Et parmi ces points-là, nous avons pratiquement, finalement, après avoir essayé de discuter avec les membres les présidents de certains partis au Parlement, nous avons réussi à amender quelques 2 ou 3 points. Bon, on considère que c'est des points qui nous intéressent. On va terminer avec ce point sur l'assurance maladie obligatoire pour les agriculteurs. Où en sont les négociations avec la tutelle? Écoutez, madame, la profession donc, a été tout le temps associée au travail qui est en train de se faire par notre tutelle, et évidemment toujours en relation avec le ministère de l'Emploi. Et les études actuellement qui se font sur le milieu rural, c'est un petit peu donc les textes légaux, ils existent, ils sont là, mais le travail de catégorisation des entreprises et des fermes ainsi que des produits agricoles est en cours de se discuter avec le ministère pour qu'on puisse arriver à un consensus et aller en avant. Je pense que c'est un dossier. Quelles sont vos propositions dans ce sens, Mohamed Amouri, par rapport justement à est-ce que ce sera sous la forme un peu de ce qui a été fait pour les commerçants, à savoir cette CPU, donc unifiée sur un barème? Qu'est-ce qui a été proposé par votre confédération? Voilà, justement, madame, nous sommes en train d'attendre la proposition de notre ministère. On leur a donné des éléments et ils sont en train de les étudier, de nous préparer une plateforme de négociation. On n'a pas encore arrivé à la déterminer, mais c'est en cours.
Très En bien. tout cas, c'est un projet très important qui nous tient à cœur et que nous devons absolument réussir pour accomplir les instructions royales de faire favoriser tout le monde rural de cette protection sociale très, très, très nécessaire. Absolument. Et tous les Marocains et Marocaines de tous les secteurs de notre économie et de notre société. Merci beaucoup, Mohamed Amouri, Mais je vous en président de prie. la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement durable, d'avoir répondu à Je nos vous, questions. je vous en prie, madame. Merci beaucoup. Merci à vous. Passons à présent à la seconde partie de questions éco. Et on en parlait un peu en première partie, cette faible pluviométrie donc a affecté la campagne agricole, mais elle a surtout affecté de manière drastique le remplissage des barrages du royaume. Mais les pluies annoncées pourraient rafraîchir les chiffres du stress hydrique. Les détails avec Ala Benani. Un ratio de 650 mètres cubes est disponible par habitant d'après le ministère de l'Eau. Malgré le manque de pluie, les ressources hydriques ne seraient donc pas trop affectées selon la tutelle. L'ensemble des ressources en eau dont dispose actuellement le Maroc est évalué à 22 milliards de mètres cubes, répartis en 18 milliards de mètres cubes en surface et 4 milliards de mètres cubes en eau souterraine. Particulièrement sèche cette année a quand même enregistré 4,5 milliards de mètres cubes. Du coup, le taux de remplissage des barrages a atteint 36%. Il était de 44% l'année dernière, mais les agriculteurs mettent leurs espoirs sur les pluies de décembre et de janvier. Pour rappel, en 2020, 80% des ressources en eau ont été utilisées par l'agriculture, soit 12,4 milliards de mètres cubes, dont 40% proviennent des eaux souterraines et 60% des eaux en surface. Et j'ai le plaisir d'accueillir depuis Rabat Mohamed Tahar Srairi, directeur de la formation en agronomie à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Bonsoir, professeur Srairi. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous. Alors, parlons de cette situation des barrages et des nappes phréatiques. Est-elle menée à s'améliorer avec ces premières pluies ? C'est une question complexe. Déjà, les chiffres moyens qui ont été annoncés dans votre documentaire voilent en fait des disparités régionales très importantes. Et en fait, c'est là où réside l'essentiel, on va dire, de la contrainte. C'est-à-dire qu'on a des zones aujourd'hui où le stress hydrique n'est pas aussi prononcé que d'autres. Et malheureusement, on l'a vu, le stress hydrique a amené l'interruption donc du service de l'eau domestique dans certaines villes. Et là, ça commence à être inquiétant. Et j'en veux pour preuve donc les interruptions actuelles nocturnes dans la ville d'Agadir. Alors l'autre réalité, c'est qu'on est face à un manque de pluie qui maintenant est révélé par les travaux scientifiques depuis les années 80. Et donc il va falloir qu'on adapte nos ambitions, y compris agricoles, par rapport à cette réalité-là. Justement, comment selon vous, bien sûr, les chiffres que nous avons annoncés dans le papier qui a précédé votre intervention sont bien sûr officiels, c'est les chiffres de la direction de l'eau, mais selon la même tutelle, ces coupures d'eau que l'on a vécu dans la région d'Agadir ont permis d'apprivoiser en tout cas 20% de la consommation d'eau dans cette région. Alors, c'est une région qui est connue bien sûr par l'agriculture, on l'a entendu, 80% de l'eau est utilisée pour l'agriculture. Comment selon vous, justement, l'agriculture peut-elle s'adapter au manque d'eau ? Toute la question, elle réside dans ce que vous venez d'énoncer. En fait, je pense qu'on a allé un peu trop vite par rapport à la réalité de nos ressources hydriques. Je m'explique. Quand on parle de ressources hydriques, en fait, il faut déjà distinguer l'origine de cette eau. Je l'avais dit dans une précédente intervention sur vos antennes, il faut revenir à la réalité que l'activité agricole doit d'abord être basée sur de l'eau pluviale. C'est très dur à faire accepter cela, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on revoie à la baisse nos ambitions, mais malheureusement, c'est la réalité. Parce qu'aller vers d'autres sources d'eau, notamment l'eau souterraine, on l'a vu, c'est épuiser ces nappes. Et je veux pour preuve juste que tout ça doit revenir à la valorisation de l'eau, c'est-à-dire combien on arrive à percevoir de marge économique, donc de dirhams par mètre cube.
Et malheureusement, il n'y a pas que l'eau qui est dans la balance, il y a aussi les marchés. Et la pandémie actuelle nous confirme tout cela. Nos choix étaient basés sur une mondialisation sans aucune contrainte. Nous pouvions exporter, importer, mais on voit qu'aujourd'hui, c'est des choix qui peuvent être périlleux. On voit que certains des marchés auxquels on exportait aujourd'hui n'acceptent plus nos produits. Je prends pour preuve des produits de luxe, certains produits de luxe, puisque le pouvoir d'achat s'est affaissé dans les pays importateurs, certains de nos produits n'arrivent pas à être exportés. Rien qu'hier, je voyais un documentaire à la télé, la tomate produite à Agadir, aujourd'hui, elle est vendue départ ferme à moins de 50 centimes le kilo. Donc déjà, on est en train d'épuiser une ressource rare, qui est l'eau souterraine, et vous savez qu'à Agadir, il n'y en a quasiment plus. Et de l'autre côté, l'hypothèse qui voulait que, en valorisant cette eau par des productions maraîchères, nous aurions plus de plus-value, ben vous voyez, c'est une hypothèse qui ne tient plus la route, parce que le marché est volatile, et ce n'est pas la seule denrée. Nous avons vu ces mêmes problèmes pour les agrumes. Je vais prendre un autre exemple emblématique, c'est la pastèque dans la région de Zagora. Donc nous sommes dans une région désertique, ce sont les oasis, et l'extension donc de l'irrigation sans aucune régulation dans des aires d'extension des oasis, c'est-à-dire dans des confins désertiques, qui sont réservées donc à la pastèque, ben, ne s'est pas accompagné automatiquement de l'amélioration de la valorisation de l'eau, tout simplement parce que des fois, le marché de la pastèque est volatile, elle n'arrive pas à être exportée, il y a des surproductions à l'échelle nationale et donc des baisses des prix. Est-ce le cas aussi pour les céréales? Parce que la question revient souvent, justement. Justement, là, c'est la très bonne comparaison. Non, ce n'est pas le cas pour les céréales. Les céréales, y compris dans les zones irriguées, parce qu'on fait des céréales même en irrigué, sont d'abord basées sur l'eau de pluie. Et malheureusement, les céréales ont été les grandes perdantes de la stratégie passée. Et la pandémie actuelle, les risques protectionnistes à l'échelle mondiale doivent nous ramener à la réalité. Il est grand temps de recentrer nos politiques agricoles sur les spéculations pluviales et donc les céréales en premier lieu, les légumineuses, l'élevage pastoral, l'élevage adossé à la pluie. Moi, ça fait 20 ans que je dis cela dans mes enseignements. Je me rends compte qu'avec le changement climatique, ce message-là doit maintenant être intégré à sa juste valeur, y compris dans les décisions politiques. Et ce message est basé sur le savoir scientifique. Quelle planification, selon justement les recherches scientifiques, quelle planification pour une utilisation optimale de nos ressources hydriques au Maroc, professeur Straeri? Ben, c'est tout simplement dimensionner donc les systèmes de production agricole par rapport aux disponibilités durables en eau. Et donc là, je fais d'abord allusion à la pluie. Je vais vous donner un exemple. On voit aujourd'hui se développer des plantations d'arbres qui ont besoin de 1400 mm par an. Je prends le cas de l'avocat, par exemple, l'avocatier, qui est une culture aujourd'hui très prisée à l'échelle mondiale parce que c'est une culture qui a des vertus nutritionnelles intéressantes. Mais de là à aller prôner l'installation de l'avocatier dans des zones où il pleut moins de 100 mm, moi je trouve que c'est une véritable folie, c'est une hérésie. Parce que ça veut dire tout le déficit, 13 fois plus que ce qui tombe comme pluie, doit être apporté par d'autres sources, c'est-à-dire l'eau des nappes. Et nous avons vu les conséquences, l'épuisement des nappes dans beaucoup de régions. Et d'ailleurs, une petite parenthèse à ce niveau, si Agadir souffre aujourd'hui des interruptions du service d'approvisionnement en eau potable la nuit, ben c'est tout simplement parce que la réserve stratégique qui est l'eau des nappes a été épuisée. Est-ce que le chiffre annoncé de 60% de l'eau qui est utilisée pour l'agriculture, 60% de cette eau-là vient des nappes phréatiques? Je ne pourrais pas m'aventurer à donner un chiffre moyen comme ça partout parce que justement, l'usage de l'eau des nappes n'est pas moyenne, le même voilà. que vous soyez au nord. D'abord, il y a d'abord ça. Et puis deuxièmement, moi ce que je peux vous dire, c'est que l'agriculture, c'est plus de 85% des usages d'eau, ça c'est sûr. Mais maintenant, dans certaines zones, oui, il est sûr que l'eau des nappes est supérieure à l'eau des pluies. Et justement, c'est ce qui nous a amené à la situation où nous sommes aujourd'hui. Et j'ajoute qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le changement climatique qui s'annonce et qui nous impose dès maintenant de redimensionner nos activités agricoles par rapport à cela. Le changement climatique pour le Maroc, c'est 15% d'eau en moins, minimum. Donc, ce que vous dites là, est-ce que vous pensez que le fait de lancer cette usine de dessalement d'eau de mer près d'Agadir devrait arranger les choses, ne serait-ce que, en tout cas, déjà à court et à moyen terme et à long terme pour les nappes phréatiques pour qu'elles puissent reprendre une santé et un niveau correct? Je ne pense pas que l'eau dessalée va résoudre le problème des nappes. Parce qu'en fait, l'eau
qui va venir de cette unité de dessalement, elle a un coût très élevé. J'avais parlé une fois dans votre émission de 6 dirhams le mètre cube, et donc il serait illusoire de penser que nos agriculteurs vont restituer cette eau dans les nappes à ce prix-là. En revanche, cette source d'eau, on va dire non conventionnelle, pourrait être une solution pour certaines activités très précises. Et là, il faut bien appeler les choses par leur nom. Vous ne pourrez pas valoriser une eau à 6 dirhams le mètre cube en faisant une agriculture que je dirais conventionnelle, c'est-à-dire des céréales ou même des arbres fruitiers. Non, ça sera pour des cultures d'export. Et donc, ça veut dire que c'est véritablement une petite niche. Et d'ailleurs, je pense, tout en n'étant pas un expert à proprement parler de l'eau, mais je pense que l'eau dessalée, c'est d'abord pour solutionner les problèmes d'approvisionnement en eau des populations, et non pas pour l'agriculture. Mais dans des confins où il pleut très peu, très aride, malheureusement, il faut revoir à la baisse nos ambitions agricoles. On ne peut pas faire de l'agriculture intensive dans des déserts. À un moment, il faut s'en convaincre. Certains pays très riches, je parle de l'Arabie Saoudite, qui s'était basé sur une activité agricole à partir de l'eau des nappes. Ils ont fait ça pendant 30 ans. Quand ils ont fait le bilan, ils ont asséché les nappes et ils se sont rendus compte que ce n'était pas rentable. Et ils ont arrêté. Donc il faut tirer des enseignements de certains pays qui nous sont proches, je dirais, d'un point de vue climatique. Est-ce que, pour terminer, professeur Srairi, on devrait également réfléchir à un ajustement dans le domaine de l'irrigation? Bien entendu, en fait, la réalité aujourd'hui, c'est que les travaux scientifiques qui évaluent la valorisation de l'eau d'irrigation au Maroc sont unanimes. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas parce qu'on irrigue qu'on a réussi une culture. Il y a des écarts de productivité très importants dans l'agriculture irriguée marocaine. Et je pense qu'à l'avenir, ça veut dire plus de formation, plus d'encadrement de notre agriculture. Parce que, comme on dit en anglais, a crop needs more than a drop, c'est-à-dire une culture a besoin de plus que d'une goutte d'eau. Et justement, on a pensé qu'en mettant tout sur l'irrigation, nous allions réussir le pari, et on se rend compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas vrai. C'est d'abord la formation des agriculteurs, c'est d'abord la récupération des manques à gagner qui pourra, en quelque sorte, augmenter la plus-value agricole. Merci beaucoup, professeur Mohamed Taher Srairi, directeur de la formation en agronomie à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, d'avoir répondu à nos questions. Merci. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.